bonjour. Merci d'être avec nous. GAD Asia, ça fait plusieurs fois que tu y assistes, j'imagine? Ça doit être la 4e ou 5e édition à laquelle je participe. Je crois que la première était à Kuala Lumpur, ensuite on a dû avoir Cebu, Delhi, Singapour l'année dernière et cette année Goa. Donc oui, j'y participe à chaque fois, comme je participe à chaque fois au GAD Monde, qui est en Europe. Okay. Et tes impressions de ce GAD? Le premier GAD Asie, il y a eu beaucoup de monde et plus on avance dans le temps, plus ce GAD devient qualitatif. C'est au sens que les gens experts et les dirigeants d'aéroports sont là et on a le temps du coup sur 2-3 jours d'avoir des discussions intéressantes, assez transparentes pour évaluer le pipeline en cours ou de l'année à venir. Donc c'est plutôt un événement qualitatif par les invités qui sont là. Alors après les présentations, c'est un exercice de discours. On n'apprend pas forcément grand-chose parce qu'on est tous déjà au courant de beaucoup de choses, mais c'est toujours amusant de voir nos collègues présenter des cas pratiques ou des opportunités à venir. Et au niveau des opportunités à venir, justement, il y en avait pas mal qui étaient présentées cette année? Non, parce qu'en Asie, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités tangibles qui sont sur le point de sortir. Il y a beaucoup de besoins en infrastructure, mais les États ne sont pas encore prêts à privatiser leurs aéroports ou hésitent à le faire. Donc c'est surtout des petits coups de barre à droite, des petits coups de barre à gauche des États pour privatiser ou non leurs aéroports. C'est ce qui s'est passé au Vietnam, c'est ce qui se passe dans toute l'Asie du Sud-Est. Il y a 2 pays qui sortent du lot en Asie, c'est l'Inde et le Japon. L'Inde parce que les aéroports sont déjà privatisés depuis une dizaine d'années, et le Japon parce que le Japon a dit on va privatiser. Ils ont dit ça il y a 5 ans et ils tiennent ce qu'ils ont dit. Ils tiennent leur programme. Voilà, donc c'est vraiment les 2 exceptions. Le reste de l'Asie, c'est un peu plus compliqué d'y voir clair. Alors, on sait qu'à Hokkaido, ça n'a pas fonctionné pour ADP. Est-ce qu'il y a encore un effort à faire au Japon pour ADP? Est-ce qu'on y reste? Est-ce qu'on met encore de l'énergie, des ressources? C'est une très bonne question et c'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Nous avons appris les résultats d'Hokkaido au mois de juillet, donc c'est encore très récent, très frais. Ce qui est certain, c'est que le groupe, pendant 2 ans, a préparé avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme cet appel d'offres pour Hokkaido dans un consortium avec des partenaires japonais de grande qualité. Nous avions 4 personnes vivant à Tokyo qui étaient dédiées à la préparation de cet appel d'offres. On a malheureusement perdu, il y a plein de raisons. Je pense qu'on apprend de nos erreurs et en fait il faut surtout qu'on apprenne à capitaliser sur cet échec et voir comment on peut, grâce à cela, mieux préparer les opportunités d'acquisition à venir au Japon dans le futur. La question c'est, va-t-il y en avoir d'autres? Lorsqu'on écoutait aujourd'hui un des responsables du MLIT, donc le ministère des Transports japonais, à la fin de sa présentation, il disait « Nous ne savons pas encore lesquels nous allons privatiser, mais nous cherchons à le faire ». Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas répondre à savoir si le groupe ADP va continuer au Japon. Ce qui est certain, c'est qu'on a appris énormément de choses, on en sort grandi et plus fort, et que si demain, d'autres aéroports sont amenés à être privatisés au Japon, on va regarder ça avec beaucoup de sérieux. On pense peut-être sur les 5-10 prochaines années qu'il va y en avoir d'autres, parce que, comme tu l'as dit, ils ont tenu leur promesse ou leur engagement à privatiser. Dans le groupe, il y a beaucoup d'aéroports qui sont à 5, 3, 4, 2 millions. Est-ce que ce type d'aéroport est d'intérêt? Il y a les aéroports, il y a Haneda, il y a Okinawa, qui sont de vrais aéroports à large volume. Je pense que je vois la question, mais quel que soit le pays, et ça tient aussi au Japon, un groupe comme le groupe ADP qui a des ambitions mondiales ne peut pas s'arrêter à un petit aéroport de 2, 3, 4, 5 millions. Voilà. Si nous étions amenés à investir et à opérer aux côtés d'investisseurs japonais, si on parle du Japon, dans un aéroport de 3 à 5 millions, ce serait pour préparer l'avenir avec la perspective de pouvoir être gagnant si Haneda ou Okinawa sont amenés à être privatisés. Voilà. On a une vision de portefeuille lorsqu'on rentre dans un pays.
On n'a pas une vision de on fait un petit coup et on va regarder ailleurs. Ok. Il faut avoir une vision long terme et c'est comme ça aussi qu'on va essayer d'être profitable. Et retour sur l'Inde. Même principe, j'imagine. Alors en Inde, c'est à peu près le même principe. C'est un pays qu'on regarde depuis de nombreuses années. Il y a déjà beaucoup d'acteurs très forts, comme GMR, GVK, Bangalore, Fairfax. Faut trouver une place dans ce monde déjà concurrentiel. La précédente transaction qu'il y a eu concernait 6 aéroports. Très intéressant parce qu'au total, c'était 30 millions de passagers. La plus grosse difficulté que les opérateurs aéroportuaires internationaux comme nous et comme tous ceux qu'on trouve en Europe, Fraport, Avialliance, on a rencontré un gros problème, c'est que le processus de préparation de l'offre était de 2 mois seulement, exactement 2 mois. Et il n'y a pas eu d'annonce avant ces 2 mois que le processus allait sortir. Et pour des groupes comme les nôtres, avec des gouvernances extrêmement sérieuses, pour des sociétés cotées, c'est assez compliqué de pouvoir préparer un bid en 2 mois. Et je dirais même en moins de 2 mois, parce que vous avez des conseils d'administration et une gouvernance à respecter. Donc finalement, vous avez 1 mois et demi pour préparer un bid de 30 millions de passagers. C'est très challenging, donc c'est une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas allés plus loin. Okay. Le futur pour ADP, beaucoup de mouvements ou de non-mouvements en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense qu'au niveau du capital de la société, alors aujourd'hui, moi je vis à Hong Kong, donc je n'ai pas particulièrement d'informations, mais je lis la presse comme tout le monde. Il y a 2 ans, l'État français a pris la décision de vouloir passer en dessous de la barre des 50%. L'État français est aujourd'hui 50,6%. Et pour passer sous la barre des 50%, il faut passer devant l'Assemblée nationale pour qu'une loi soit votée. Donc ils avaient pris cette décision-là. Depuis lors, après un certain nombre de débats à l'Assemblée nationale française, l'État a dû mettre en place, sous la pression et la décision et la proposition même de l'opposition à l'Assemblée nationale, un référendum d'initiative populaire qui fait que tout s'arrête jusqu'à mars 2020. Et en fonction des résultats du nombre de signataires, l'État prendra la décision ou non de continuer, mais il n'y a que l'État qui le saura à ce moment-là. Pour l'instant, il est très prématuré de savoir ce qui va se passer. Ce qui est certain, c'est que ça a agité, et agite probablement encore, beaucoup d'intérêt. Pourquoi ? Parce que si le groupe ADP, ou si l'État devait vendre tout ou partie des actions qu'il détient au capital du groupe ADP, ce serait une des plus grosses transactions aéroportuaires au monde. L'État, la valorisation du groupe ADP, aujourd'hui, c'est entre 15 et 20 milliards de dollars. Ok. Je vois. Julien Coquinier, merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane.